En tout cas, Reda, bienvenue, merci. Mille fois merci, parce que je pense que tu as été énormément sollicité sur le salon. Ben écoute, c'est un vrai plaisir. Merci, merci à toi pour d'avoir pensé à ce petit live. Et puis, ouais, c'est plutôt une phase très très intéressante pour HTC Vive actuellement. Donc, on en est ravis. Ben oui, là quand même, vous avez eu un nombre d'annonces importants ces derniers temps, et vous venez quand même de casser le marché business de l'autonome avec le Vive Focus 3 que tout le monde attendait depuis maintenant 2 ans, si je dis pas de bêtises. Alors, effectivement, un peu plus de 2 ans. HTC Vive ne renouvelle pas ses produits très très rapidement parce que c'est une nouvelle technologie et les cycles de vie sont relativement lents. Il y a un délai pour l'adoption auprès des entreprises. Et donc le prédécesseur, le Focus Plus, il était déjà sur le marché pendant à peu près 3 ans. Il était vraiment temps pour proposer un produit de rupture technologique par rapport à son prédécesseur. Et là-dessus, le raisonnement a été simple, c'était d'un côté de prendre en compte tous les feedbacks des entreprises qui nous ont été remontés sur les 3 dernières années. C'est des gens qui avaient testé le Focus Plus, qui avaient évidemment adopté la version PC avec les Vive Pro, etc. Et qui rêvaient entre guillemets d'un produit autonome qui puisse cocher toutes les cases pour un usage en entreprise. Et donc, au fur et à mesure des discussions avec les entreprises, on a accumulé les feedbacks. Et donc, on voulait réellement proposer un produit sans concession, sans compromis, qui puisse accompagner les entreprises pour passer à l'échelle. C'est vraiment le sujet d'actualité aujourd'hui sur la réalité virtuelle. Tout le monde connaît maintenant la plus-value de la réalité virtuelle. Tout le monde a fait des proof of concept. Tout le monde a testé la fiabilité ou bien la plus-value des expériences, mais personne n'a maîtrisé le passage à l'échelle ou bien personne n'a pu faire le passage à l'échelle. On ne connaît qu'un seul qui est américain et qui est l'exemple donné par tout le monde de tous les déploiements, oui. qui est Walmart. Exactement. Le seul. Voilà, il y a eu l'exemple de Walmart US. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à envisager des déploiements de la même envergure en proposant tous les outils, qu'ils soient hardware ou software de logiciels, pour industrialiser et faciliter le déploiement en entreprise. Donc c'était vraiment un ensemble d'éléments. Et du coup, le lancement du Focus 3 vient vraiment couronner ces efforts-là, à la fois d'un point de vue matériel et d'un point de vue logiciel. Donc typiquement là, par exemple, sur le point de vue matériel, il y a le premier élément qui, dès le départ, quand on met le casque, ça saute aux yeux, c'est les performances d'immersion. Donc sur l'immersion, il y a un triptyque qui est la résolution, donc la résolution du contenu qu'on voit. Il y a le champ de vision et il y a le taux de rafraîchissement. C'est ce triptyque qui permet d'avoir une expérience immersive plus ou moins aboutie. Et le feedback qui nous avait été remonté par les différents clients entreprises, c'est il nous faudrait un confort visuel pour nous permettre typiquement de faire des formations et d'être capable de lire sur un tableau de bord d'une voiture ou d'un avion ou d'un train par exemple. Donc c'est vraiment un niveau de détail qui n'existait pas auparavant sur ce marché-là de l'autonome. Et c'est ce qui nous a poussé en interne à intégrer dans le cahier de charge une résolution de 5K qui va permettre d'aller à ce niveau de détail et qui va permettre typiquement de lire sur un tableau de bord en réalité virtuelle. Donc ça, c'est un premier élément. Le taux de rafraîchissement est aussi extrêmement important. Il est de 90 images par seconde sur le Focus 3. À titre de comparaison, c'était le taux de rafraîchissement qu'on avait sur le Vive Pro, qui était jusque-là notre meilleur casque sur la version PC. Et puis enfin, le champ de vision est aussi extrêmement important. Il est de 120 degrés sur le Focus 3, en comparaison avec l'essentiel du marché qui est autour de 100 degrés. Donc ces 20 degrés, elles sont extrêmement importantes et extrêmement, disons, notifiables quand on a l'expérience du casque. Et c'est d'autant plus important au milieu professionnel parce que quand on fait des formations, en général, formation sécurité, RH, de mise en situation, etc., il y a plusieurs situations où l'événement a lieu en périphérie.
que ce soit sur une simulation d'une urgence, etc. Et plus on a ce champ de vision large, moins on a l'impression d'être dans un entonnoir et plus on est immergé. C'est-à-dire, à un moment, on se prête au jeu, on est dedans et on oublie qu'on est en simulation. Donc ce triptyque est extrêmement important et là-dessus c'est une vraie rupture par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché de l'autonomie. Absolument. Alors moi je voudrais noter un truc que tu as dit dans ton discours à l'instant, qui est que HTC prend du temps pour renouveler ses gammes et pour moi c'est une excellente nouvelle, surtout pour les professionnels où une question récurrente que l'on a est oui mais si je l'achète il va être obsolète l'année prochaine. Et bien non, pas avec un produit HTC parce qu'ils sont conçus sur la robustesse pour pouvoir tenir justement dans le temps et même si dans 3 ans on a le Vive Focus 4 qui arrivera avec son lot d'innovation, vos Vive Focus 3 ne seront pas obsolètes. Oui. Ils feront toujours ce que vous avez besoin et ce que vous attendez d'eux qu'ils fassent. C'est juste qu'il y aura un produit d'une qualité supérieure qui sera sorti. Et en même temps, sur 3 ans, 5 ans sur du matériel informatique et électronique, on est à peu près dans les taux de renouvellement standard d'une entreprise. Donc ne vous inquiétez pas et allez-y, investissez dans ces matériels-là puisque vous allez rentrer dans un cycle de fonctionnement tout à fait classique. Exactement. Et si je peux te poser une question, et tu vas voir où je vais. Pourquoi on parle d'immersion, on parle du champ de vision important, et je pense que la réponse sera à la hauteur de la question, qui est de dire pourquoi vous avez choisi de vous limiter entre guillemets à 120 degrés quand on peut voir sur du filaire des casques à 180. Alors, vous parlez de 180 degrés de champ de vision. Alors, je n'aimerais pas vraiment orienter la discussion sur la concurrence, non, parce que c'est pas, bien sûr. voilà, mais il faudrait quand même nuancer ces spécifications-là et voir plus en détail les revues qui ont été faites sur ce type de technologie. Il y a ça rejoint aussi la discussion sur la résolution annoncée par les casques de l'industrie, c'est-à-dire qu'on peut communiquer sur 5K, on peut communiquer sur 8K, mais il faudrait voir de plus près si c'est une résolution qui est réelle au niveau des optiques ou bien s'il y a des distorsions. Si c'est pas ou bien une division par deux déjà voilà. par œil et la distorsion dans l'angle qui existe, on est bien d'accord. Exactement. Et donc il à en peu va près de la même, réponse que j'attends. il en va de même du champ de vision, c'est-à-dire que sur le Focus Plus, c'est du 120 degrés réel. Donc c'est mécaniquement, il y a deux, en fait, il y a deux lentilles qui sont superposées pour permettre d'élargir le champ de vision optique, enfin, d'un point de vue optique à 120 degrés. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment, en termes d'expérience, sur le Focus Plus, on avait 110 degrés. C'était à ce moment-là déjà le champ de vision le plus large. Et on n'avait pas vraiment de feedback négatif sur ce point. Les clients nous disaient justement qu'ils appréciaient ces 110 degrés. Et on a eu beaucoup de situations où les entreprises insistaient auprès de leurs fournisseurs pour qu'il y ait 110 degrés et pas 100 degrés par exemple. Donc c'est juste pour souligner la différence entre ces différents éléments. J'en profite parce que là j'ai le casque dans cette position pour mentionner un élément qui n'est pas anodin, qui est le changement de l'IPD ou bien de la distance interpupillaire. En fait, cette petite molette, elle permet de changer de manière très graduelle à vos. Je ne sais pas si c'est possible de voir, voilà, mais on peut voir par exemple que l'écart entre les lentilles, il va s'élargir et dans l'autre sens. En fait, ça permet de régler au niveau du dixième du millimètre la distance entre les pupilles pour s'adapter vraiment à la morphologie de chacun. C'est extrêmement important parce qu'au bout de 15-20 minutes d'expérience, si on a le mauvais IPD, il y a une fatigue qui se ressent assez simplement. J'aimerais rebondir sur la notion de durabilité que tu as mentionné, lui. Nous, on considère qu'en général, quand les entreprises déploient de la réalité virtuelle, c'est pour un usage entre 3 et 4 ans. Donc, à peu près, la moyenne, elle est de 3 ans et demi. Et là-dessus, il y a plusieurs actions. Donc, d'un point de vue, alors évidemment, nos produits sont conçus pour cet usage-là. Ils sont conçus pour être utilisés de manière intensive en entreprise, en salle de formation par exemple, pendant 7 heures par jour, et qu'ils aient cette durabilité-là. Donc c'est des éléments qui passent par le choix par exemple du châssis qui est en alliage de magnésium, ou alors c'est
le design de la molette avec le bouton qui permet de reliser plus facilement le casque dans les deux sens, jusqu'aux fonctionnalités qu'on pourra voir tout à l'heure. Il y a un autre élément qui peut rassurer, on va dire, les entreprises, c'est que au-delà de la garantie, nous, on fait en sorte que on assure toujours une disponibilité des pièces détachées pour au moins 3 ans à partir de la date d'achat du produit. C'est-à-dire que même si le produit arrivait en fin de vie dans 2 mois, si on l'achète juste 1 mois avant sa fin de vie, on a quand même la garantie que si dans 3 ans l'entreprise souhaite changer des pièces, que ces pièces-là seront disponibles auprès de notre centre de réparation européen. Donc voilà, après je ne sais pas lui si tu avais des questions plus particulières. Pour le coup, moi j'ai eu le casque dans les mains et il est effectivement très bien construit. Il est parfaitement équilibré entre l'avant et l'arrière avec le système de batterie à l'arrière. Et en fait, ce qui est génial sur ce casque, c'est qu'il y a plein de petits détails qui font que le casque est un cran au-dessus de sa concurrence. C'est-à-dire que tu as mentionné à l'arrière le bouton qui permet de retirer complètement. Et c'est vrai que les molettes qu'on avait jusqu'à présent sur différents systèmes, c'est pénible. Quand on a besoin d'enlever un casque, on est là, on fait 4 tours de molette, c'est super long. Alors que là, un bouton, on tire et on peut enlever le casque. C'est ce qui rend l'usage beaucoup plus confortable. On a l'indicateur du niveau de batterie qui est affiché juste à l'arrière, qui vous dit combien de batterie vous reste dans votre casque autonome. En vrai, c'est super bien parce qu'aujourd'hui, quand vous mettez un casque autonome, vous êtes obligé de l'allumer pour regarder quel est le niveau de batterie. Ce qui fait qu'en réalité, on ne sait jamais quel est le niveau de batterie du casque. Sur la batterie, toujours, déjà les mousses sont nettoyables. Merci de faire des mousses nettoyables. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Ouais. Et tout se démonte de manière très simple avec des systèmes aimantés et donc se remonte très facilement. Donc en fait, on est sur une manipulation de ces systèmes qui est très fluide. Et la batterie, ça, c'est un détail, mais c'est un coup de génie en réalité, elle se démonte. Ouais. Et donc une batterie qui se démonte, ça veut dire que tu peux en avoir 2 et un rack de batterie qui charge. Tes casques autonomes tombent en panne, tu éteins les casques, tu changes les batteries, tu les redistribues et tu peux relancer ta séquence. Alors qu'aujourd'hui, sur tous les systèmes concurrents, s'il n'y a plus de batterie, soit on a pensé à prendre des battery packs et on fait avec, et du coup on rajoute du fil, ce qui est dommage sur un casque sans fil. Soit on est obligé d'arrêter parce qu'en plus on ne peut pas les charger. Alors ça c'est clairement la première, si on veut classer les feedbacks et les requêtes qui nous avaient été remontées sur les 3 dernières années, c'est la requête numéro 1, c'est de nous dire il nous faut une solution qui va permettre de faire tourner un casque pendant une journée non-stop. Et donc ce design avec les batteries, il va permettre d'avoir 2 ou 3 ou 4 batteries de RAB et d'avoir une rotation, une continuité de service. Là, les éléments qui sont interchangeables, c'est aussi quelque chose qui avait été pas mal plébiscité par les partenaires. Et excusez-moi, je viens de recevoir le casque, donc. Pardon ? Je vois bien de vous. Ah ouais, tout va bien, non, c'est parce que je vois la barre qui bougeait plus là. Oui, et j'ai vu, non, c'est bon, le son marche bien. Je t'ai vu, je me suis inquiété. C'est tout le stress, mais non, tout va bien. Et... je fais le régisseur en même temps. C'est juste que mon PC va commencer à crier l'agonie. Mais ouais, j'ai remarqué que sur le salon, c'est quelque chose qui est très demandé, cette histoire des batteries qu'on puisse swapper. Et au point où on a vu Manus qui ont leur propre solution de tracking, qui ont fait quelque chose exprès pour pouvoir swapper leur batterie sur le tracker. C'est vrai que ça va être un enjeu hyper important pour les pros. Mais complètement, et sur les casques, ça n'existait pas. Sur les casques, ça n'existait pas. Donc en fait, il y a plusieurs points sur lesquels on a entendu les clients. Alors, sur la partie avant, là, il y a un système aérodynamique pour l'aération. Ça c'est bien. Ça avec un micro ventilateur qui va aspirer l'air par le bas et le diffuser par le haut pour refroidir.
ça a un double effet, donc ça permet de ventiler légèrement la chambre intérieure, comme ça il n'y a pas de buée. Et surtout, ça permet de ventiler le processeur qui est à l'intérieur pour avoir toujours les performances maximales. Au début, j'ai mentionné les performances, 90 images par seconde et 5K de résolution. Ça fait une bande passante qui est assez importante et une puissance de calcul nécessaire qui est assez importante. Et en fait, le chipset qui est intégré, qui est le XR2, comme tous les chipsets du marché, des smartphones, des tablettes et des casques de réalité virtuelle, ils sont conçus pour pour se protéger en cas de température élevée. On parle de throttling ou bien de mode bridé de performance en conséquence de la température. Et l'avantage de ce petit ventilateur et de ce design aérodynamique, c'est de maîtriser la température du casque et de ne jamais avoir ce throttling. Ce qui fait que dans les faits, le processeur tourne toujours à plein régime et c'est ce qui permet d'avoir ces performances. Il y a aussi des éléments sur lesquels on n'a pas communiqué à large échelle, mais par exemple, c'est le seul casque qui dispose de 8 Go de RAM. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important et de 128 Go de stockage interne avec un slot micro SD qui peut aller jusqu'à 2 Tera. Donc 128 Go de stockage interne et jusqu'à 2 Tera de stockage externe. On est à peu près tranquille pendant quelques temps. Voilà, on peut se projeter dans la durée, quel que soit l'usage, qu'on utilise des vidéos 360, etc., on est tranquille. Par exemple, la vidéo 360, c'est le seul qui va supporter des vidéos en 8K. Oui, parce que oui. Voilà, et donc si on veut, par exemple, si une entreprise souhaite tourner une entreprise ou un musée ou un lycée pour l'éducation, s'ils souhaitent utiliser des supports en vidéo 360 ou 8K, c'est possible et il y aura suffisamment de stockage pour accompagner cette évolution. Le système micro SD est situé où sur le casque? Alors, il a été un peu caché. En fait, il est derrière le cache. Là, il y a une petite fente. D'accord. Et en fait, la carte, bon, c'est difficile, mais Super. Et en fait, la carte micro SD vient là. Ensuite, ici, c'est un port audio. C'est un port audio qui est certifié iRes. Ce qui veut dire que si on souhaite utiliser un casque iRes, le système le supporte, on va dire, ou est compatible. Un port USB, c'est pour derrière supporter d'autres périphériques sur les 3 prochaines années. Et un autre système qui est un peu caché magnétiquement ici, avec un deuxième port USB-C. Et alors, quand même, cette histoire de 2 Tera support, parce qu'il faut savoir que tous les slots de carte SD ne se valent pas. Vous avez des slots de carte SD qui vont supporter les cartes 432, ça se fait de moins en moins, mais ce qu'on fait généralement c'est 128, 256, et on va rarement au-dessus. 2 Tera, c'est énorme en termes de données, mais pas tant que ça. Tu as parlé de vidéo 360 en 8K. Une vidéo 360 en 8K en format non compressé, en sortie d'éditeur, on va quand même tirer dans les 40 Go. Donc avoir 2 Tera pour pouvoir stocker un peu de vidéo, mais pas non plus des milliers des cents, mais pouvoir stocker un peu de vidéo en haute qualité, avec un son haute qualité, parce que ça c'est quand même un plus non négligeable, c'est pas rien. Et l'accessibilité de cette carte, qui est un peu cachée, mais quand même très facile à aller récupérer via le système magnétique, fait que on va pouvoir changer ces cartes SD au besoin. Imaginons que vous avez 3 catalogues quand vous partez en animation. Et ben en fonction du catalogue qui vous est demandé, vous changez votre carte SD et vous accédez à l'intégralité de vos films en haute qualité. Voilà. Ça va être la différence entre passer par une plateforme type YouTube et la voir en local. Vous n'avez pas comprimé votre image et vous n'avez pas les artefacts qui peuvent apparaître suite à cette compression. Ce qui est dommage quand vous avez tourné de la 8K avec un ingé son qui va sortir dessus. Pour le coup, pour ceux qui n'ont pas forcément fait en VR, c'est quelque chose qui se voit énormément, les artefacts d'encodage et les choses comme ça. C'est quelque chose qu'on ressent tout de suite beaucoup plus que quand on regarde une vidéo en flat sur un écran. Donc c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ce truc en local le moins compressé possible. Absolument. Fidèle au matériau de base. Et tant qu'on parle de son, il y a un feature sur le casque qui est que les haut
haut-parleurs sont sur les branches. Oui. Dans le plus grand des traditions HTC en réalité, puisque ça a toujours été depuis le Vive Pro sur les branches. Et c'est pas négligeable parce que si vous regardez sur les casques Oculus, en fait le son circule le long des branches, ça fonctionne plus ou moins bien. Sur Pico, vous les avez souvent en dessous, ce qui fonctionne très mal pour le coup parce que le son ne s'entend pas et ça fait très cafardien. Et ça, vous allez avoir en fait juste une bulle sonore qui se crée sur l'oreille sans avoir de contact, mais qui vous isole quand même très bien du monde réel, mais vous permet quand même de garder un peu le pied dedans si nécessaire. Alors, le son est, enfin, à mon avis, c'est clairement l'un des points forts du produit parce que par rapport à ce qui se faisait avant, j'ai vraiment ressenti que c'est une rupture technologique. Il y a 2 haut-parleurs sur chaque côté et il y a un mécanisme software qui permet de choisir entre 2 modes. Le premier mode va permettre d'isoler la personne, c'est-à-dire de créer une bulle un peu à l'image des écouteurs ou bien des écouteurs à annulation de bruit active. Il va créer une bulle pour annuler les bruits extérieurs et permettre à la personne d'être immergée sans pour autant qu'elle ait quelque chose de collé sur ses oreilles. Et donc ça, c'est extrêmement important. Là, on peut voir que ça ne touche pas les oreilles. Et donc ce design en biseau, il permet de soulager les oreilles, de garder une surface d'appui homogène. Et là, comme je disais, il y a cet effet de bulle qui est créé. Et le deuxième mode, c'est pour les gens qui ne souhaitent justement pas être isolés du monde extérieur, qui veulent expérimenter leur formation ou bien leur contenu, mais entendre leurs collègues s'ils leur posent une question, etc. Et ça permet, dans les 2 sens, on va dire, aux personnes externes de communiquer avec la personne, sachant que sur le premier cas, l'isolation est aussi dans les 2 sens, c'est-à-dire que la personne est isolée de l'extérieur, mais l'extérieur ne peut pas non plus entendre le contenu de la démo. Donc c'est assez poussé. J'aimerais juste mentionner un point parce que tout à l'heure, au début de notre discussion, on a parlé des défis pour les entreprises pour passer à l'échelle. Donc là-dessus, avec l'Immersive Learning Lab, on travaille ensemble aussi pour faciliter cela grâce à votre travail et au rôle fédérateur que vous avez avec l'écosystème français. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Et nous, d'un point de vue aussi technologique, avec les grands comptes européens ou avec les grands comptes mondiaux, un des freins au déploiement, c'était l'intégration au SI. Donc, quand on parle d'intégration dans le système d'information d'une entreprise, il y a plusieurs dimensions. Il y a évidemment les requirements sécurité classiques sur lesquels nous, on peut très facilement adresser les questions des clients en termes de confidentialité donnée, en termes d'utilisation de la data et des informations de tracking, donc de manière assez transparente avec les clients, ce qui nous permet d'adresser ces points assez facilement. Et ensuite, sur les déploiements, les clients en général, les casques autonomes sont des devices Android. L'idéal pour un grand compte, c'est d'administrer, de gérer ces casques-là comme il gérerait un autre équipement Android, un smartphone ou une tablette. Donc pour cela, il y a des acteurs mondiaux qui font ce qu'on appelle du device management, du mobile device management, comme VMware, comme Mobile Iron et d'autres acteurs. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est de nouer des partenariats avec ces acteurs-là, de manière à ce que nos produits soient compatibles avec leur environnement. Et de cette manière, si un client grand compte a un environnement VMware ou Mobile Iron qui lui permet de gérer sa flotte de smartphones et de tablettes, on va l'accompagner pour intégrer le casque sur son réseau et sur son environnement, de manière à ce que l'administrateur IT il puisse avoir une flotte smartphone, une flotte tablette et une flotte réalité virtuelle avec le même outil et la même plateforme de gestion. Donc ça, c'est clairement des actions qui vont faciliter, qui vont permettre aux entreprises de se projeter sur du déploiement à l'échelle. Ça, c'est là où moi j'ai
beaucoup aimé la conférence de Vive à l'annonce du Vive Focus 3, c'est qu'il n'y a pas eu que le Vive Focus. En fait, il y a tout cet environnement, cet écosystème Vive qui vient autour et qui est pensé pour les entreprises, qui est pensé par les entreprises et pour les entreprises. Alors oui, le monde du gaming a peut-être un peu grincé des dents, mais nous les professionnels, on est très contents et le tour du gaming viendra peut-être plus tard de la part d'HTC avec des nouvelles annonces. Mais c'est clairement un casque qui permet vraiment ce déploiement à l'échelle et je ne dis pas ça juste parce qu'on est en train de se parler, c'est des discussions qu'on a souvent eues ensemble et merci pour le petit mot, c'est très gentil de ta part. C'est la réalité. Mais voilà, on a vraiment là des outils qui permettent d'envisager sereinement un passage à l'échelle. Et tu parlais de la confidentialité des données. Quelque chose qui est très important sur le Focus aussi, c'est que c'est un casque qui fonctionne hors ligne. On n'a pas besoin d'être connecté, on n'a pas une demande de pinguer un serveur en permanence pour réactualiser un casque. Si vous avez des exigences de sécurité à des niveaux de confidentialité importants, vous pouvez acheter le casque une fois, le paramétrer et le mettre en noir complet des réseaux. Il fonctionnera tant que le système fonctionnera. Il faudra le mettre en réparation, le remplacer peut-être, mais en tout cas c'est possible. Et ça, je pense que pour les entreprises, cette transparence, cette facilité d'implémentation ou de non-implémentation d'ailleurs, permet d'envisager tous les cas. Voilà. Il y a des cas où il est interdit de connecter le moindre matériel à l'extérieur. Oui. En fait, effectivement, c'est un point qui est très important et qu'on a rencontré dès le début de notre approche entreprise en réalité virtuelle. Il y a déjà 4 ans, on avait discuté avec des grands groupes européens aéronautiques qui nous avaient tout de suite alerté sur le fait que tout le sujet informatique doit être complètement hors ligne. Et donc, on a avancé dans ce sens. Et aujourd'hui, pour déployer le Focus 3, il y a même des solutions qui vont aller au-delà d'enrôler ou bien de connecter le casque à une plateforme de gestion de flotte chez l'entreprise, mais d'utiliser un déploiement qui est offline et qui est très localisé, c'est-à-dire avec la carte SD. À travers notre plateforme Vive Business, on va proposer un moyen de créer un exécutable qu'on va mettre sur cette carte SD. Et en fait, cette carte-là, il suffira d'avoir soit plusieurs cartes, soit plusieurs casques et les faire en séquentiel. Et en fait, on peut mettre la carte dans le casque, l'allumer et le casque se configure automatiquement. On peut booter le casque comme on veut. En fait. Exactement. Et en fait, cette carte, elle permet de personnaliser le casque pour l'usage de l'entreprise. Elle permet d'installer des applications directement. Elle permet de configurer les certificats Wi-Fi et les réseaux Wi-Fi de l'entreprise. Elle permet aussi de configurer le mode kiosque si, par exemple, l'entreprise souhaite, je fais toujours référence à l'entreprise, mais ça peut être un lycée, ça peut être un musée, etc. L'organisation. Voilà, l'organisation, elle souhaite mettre à disposition le casque tout en restreignant l'image ou bien l'interface que la personne va voir pour éviter qu'elle ne se perde dans les réglages ou bien dans le store, etc. À ce moment-là, on va activer un mode kiosque qui permet, comme son nom l'indique, d'avoir uniquement quelques applications choisies qui sont disponibles. Et donc tout ça se configure à travers cette configuration en batch avec la carte SD. On peut aussi ajouter le logo de l'entreprise ou bien de l'organisation, etc. Et tout se passe en une seule fois, totalement offline, même sans la présence d'un logiciel de device management. Super, super. Du coup, où est-ce qu'on peut se procurer les Focus 3 et à quel tarif? Alors, on peut se les procurer auprès d'un ensemble de revendeurs professionnels français. Donc, si vous allez sur vivebusiness.com/fr, donc sur la branche française de Vive Business, vous verrez, on va dire, des informations sur notre distributeur entreprise en France, qui est TechData, et la liste, enfin, une partie des revendeurs professionnels. La liste n'est pas exhaustive, mais si besoin, voilà, ils peuvent aussi me contacter sur LinkedIn ou autre et je serai ravi de les accompagner. Pour le prix, le Focus 3, il va être proposé à 1 180 €.
Donc c'est le prix public conseillé en hors taxe. Et ce prix-là, il va intégrer une garantie professionnelle de 2 ans et surtout une licence d'utilisation professionnelle et commerciale qui est ouverte dans le temps, jusqu'à l'obsolescence du produit, sans notion d'abonnement annuel. Donc ça c'est extrêmement important parce qu'il y a pas mal de versions sur le marché qui proposent pour pouvoir utiliser le casque en mode professionnel qui exige un abonnement annuel. Donc il n'y a pas, conséquent, l'abonnement. voilà, donc il n'y a pas d'abonnement annuel chez HTC. On paye le casque au début et on a le droit et la licence de l'utiliser à des fins professionnelles ou commerciales jusqu'à l'obsolescence du produit. Et comme je disais tout à l'heure, nous, on table sur une utilisation moyenne de 3 ans et demi, ce qui veut dire que pour comparer, on va dire, avec d'autres produits, il faut évidemment prendre en compte ce coût récurrent en entreprise, au-delà de toute autre considération. D'autres problèmes liés aux 10 produits. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'acheter un pack Advantage entreprise avec un Focus 3. En fait, tout a été packagé parce que c'est un produit qui vient pour le marché de l'entreprise. Donc c'est un casque qui se vend avec ce qu'on appelle une Business Edition. Et donc en fait, quand on achète le casque, tout est intégré dedans, à savoir la licence d'utilisation, la garantie professionnelle qui est plus expéditive ou bien plus rapide que la garantie grand public et évidemment la présence en Europe des équipes commerciales et produits d'HTC Vive, ce qui n'est pas anodin parce que c'est un héritage de notre période des smartphones. À un moment, on avait pas mal de bureaux européens avec des structures de sales, de marketing, de produits pour couvrir les différents pays. Et donc, on a encore des équipes en Europe du Sud, en Europe du Nord, en Allemagne, en UK, en Europe de l'Est, en Turquie, etc., au Moyen-Orient aussi, pour accompagner les clients localement, aller les voir, les coacher, les conseiller et les accompagner jusqu'à arriver à cette étape de déploiement. Et pour mémoire, il me semble que ce pack Advantage, il était à 120, 150 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, même si on est d'accord que 1160 euros hors taxe, c'est pas cher pour un casque de ce niveau-là, et avec l'accompagnement business HTC, il faut quand même dites-vous que dedans, vous avez ces 160 euros-là qui, avant, on était obligé de payer en professionnel pour bénéficier de ces garanties. Donc en fait, il y a un point, excuse-moi Louis, je t'ai coupé, mais en fait, il y a aussi un point qu'il faut mentionner, c'est le côté versatile du Focus 3. C'est-à-dire que c'est un casque autonome, il a été conçu pour offrir les meilleures expériences immersives en mode autonome. Maintenant, il va aussi être possible de l'utiliser sur un PC afin de bénéficier de la puissance d'un PC. Ce qu'on retrouve en général en milieu professionnel, pour toute organisation, c'est généralement un double usage entre des modules ou bien des besoins qui sont assez légers, par exemple pour la formation au process ou bien pour la formation en soft skills. En général, c'est des mises en situation qui ne sont pas très complexes visuellement, qui impliquent plus la formation à la mémorisation des gestes, les mises en situation, etc. Et pour cela, la puissance d'un casque du Focus 3, elle est suffisante. Donc, c'est des modules qui sont directement intégrés sur le casque. Maintenant, un industriel français peut aussi vouloir un contenu qui va transposer de manière fidèle le design de son site industriel afin de mettre en situation réellement ses collaborateurs et de les former sur des situations particulières, sur de la maintenance, etc. Et donc en fait, dans ce cas-là, on a besoin de plus de puissance et donc c'est les PC qui sont plébiscités. Et en fait, le Focus 3 va être compatible avec du streaming PC, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec un câble vendu séparément, un câble USB-C de 5 mètres, on va pouvoir le relier à un PC et de faire le streaming directement sur le casque en profitant de la résolution et du confort, de l'ergonomie du casque, tout à la fois avec la puissance d'un PC. Donc ça, c'est une première phase qui va être disponible immédiatement avec une prochaine mise à jour qui permettra de faire la même chose en wireless, notamment avec le Wi-Fi 6, vu qu'il est compatible Wi-Fi 6.
et du coup on passera par une application Vive Business particulière sur le PC pour faire la connexion. Exactement. Et on pourra ensuite, est-ce qu'on pourra toujours du coup lancer par exemple des applications qui seraient hébergées sur Steam Bien sûr. Via ce système Vive Business? Bien sûr. Tout contenu qui tournerait sur de l'OpenVR, par exemple sur Steam, peut être streamé à travers le câble avec la console du Vive Business Streaming. Ça, c'est un point extrêmement important parce qu'aujourd'hui, tu l'expliquais très bien, il y a des besoins très différents entre j'ai des petits modèles, j'ai des petits modules aussi de formation, donc qui ne demandent pas une puissance importante. Et là, le casque autonome fonctionnera parfaitement en autonome. Par contre, si on fait effectivement de la revue de design, il va falloir de la puissance. Et surtout, aujourd'hui, on a quand même dans les entreprises de l'équipement. Ça commence à arriver, c'est largement pas aussi déployé que tout le monde le souhaiterait, mais ça commence. Et on a des expériences, on a des matériels. Et bien rassurez-vous, du coup, si vous achetez de nouveaux casques de Vive, vos contenus PC ne sont pas obsolètes. Et ça, c'est quand même très important et c'est à mettre en avant par rapport à d'autres produits qui ne proposeraient pas encore cette modalité, ou qui la proposeraient de manière très différente. Voilà. Bon, j'aimerais finir sur une note un peu projection sur le futur, sans pour autant en dire trop, mais voilà, HTC est une boîte qui a maintenant plus de 20 ans et qui a commencé sur la mobilité avec le premier device Android du marché, le premier device 3G, le premier device 4G, et donc il est évident que on a un savoir-faire dans notre R&D à Taïwan sur tout ce qui est réseau mobile et mobilité. Et donc des sujets comme la 5G, l'industrie 4.0 sont au cœur de nos préoccupations. Et donc on peut, disons, se projeter ou imaginer dans plusieurs années, mais évidemment les prochaines étapes, c'est de pouvoir aller au-delà et tirer profit aussi de la puissance de la 5G, de la puissance du cloud, pour pouvoir proposer des casques plus légers, mais qui peuvent avoir du streaming sur des réseaux ultra rapides, etc. C'est pas pour les 2 prochaines années. En tout cas, chez HTC, je note bien l'information. Voilà, mais c'est plutôt une ouverture et c'est aussi un message pour les professionnels, c'est qu'on est au tout début des convergences des technologies immersives. On est au stade où les smartphones étaient il y a 8 ans par exemple, et en fait on est au début du cycle exponentiel, et donc là les choses vont probablement s'accélérer sur les 5 prochaines années, et ce n'est que le début, mais la volonté de la boîte et les fermes là-dessus, c'est d'avoir en ligne de mire ce point de convergence ou bien ce point de développement exponentiel avec la convergence de plusieurs technologies. Super. Et ben Reda, merci beaucoup de t'être arrêté sur notre stand pour discuter. C'est un plaisir. Voilà. Tu nous as fait exploser le compteur de vues, ça a doublé quand tu es arrivé à l'écran. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je repasserai plus souvent dans ce cas. Okay. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion autour du nouveau casque de chez HTC. Et puis voilà, et à bientôt. J'espère que ça sera un franc succès commercial. En tout cas, moi c'est un casque qui me plaît énormément et que je recommanderais aux professionnels parce qu'on a un produit pensé par des pros pour des pros. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir en cette reprise post-Covid, avec des guillemets à poste, mais en cette reprise après le Covid. Exactement. Écoutez, merci à ETR et à Immersive Learning Lab pour l'opportunité, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt, merci. Allez, salut. Salut. Ciao.